On débute tout de suite avec le débat sans frontières. Je reçois aujourd'hui Bertrand Alliot et Paul de Breteuil. Le débat sans frontières. Bienvenue Bertrand Alliot, vous êtes porte-parole de l'association Action Écologie. Paul de Breteuil, vous êtes directeur général du think tank environnemental Écologie Responsable. Merci à tous les deux de participer à ce débat. On va commencer tout de suite par écouter un son. Vous connaissez sans doute Jean-Marc Jancovici, président du think tank de Shift Project. Selon lui, chaque personne ne devrait avoir que 4 vols en avion dans sa vie. Nous vivons dans une collectivité, donc après il faut faire des compromis. Une des choses que les jeunes peuvent très bien faire, parce que quand je dis 4 vols dans une vie, c'est pas 0, on pourrait très bien instaurer un système dans lequel quand on est jeune, on a 2 des 4 vols pour aller découvrir le monde, et puis ensuite quand on est plus vieux, on part en vacances en Corrèze, qui est un très beau département, ou on part en vacances dans les Vosges, ou on part en vacances en Corse même, où on peut aller en bateau. Selon vous, est-ce que l'écologie politique est une atteinte aux libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives? Bertrand? C'est sûr que quand on s'appelle Jean-Marc Jancovici, c'est très punitif. Hein. Alors moi j'aime bien la Corrèze, en plus je suis d'Auvergne, vous voyez. Donc et puis je suis pas un grand voyageur, mais moi je dis si vous êtes jeune, parce qu'il parle des jeunes là, et que vous avez envie de voyager, faites-vous plaisir. Hein. Vous pouvez voyager en train, en avion, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir et arrêtez d'être obsédé par l'apocalypse climatique qui ne viendra probablement jamais, ou en tout cas on peut s'adapter aux évolutions climatiques. Donc évidemment, quand on a l'obsession de la décarbonation, on va rentrer très très vite dans les politiques de décroissance. Et donc évidemment, ça va être punitif. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en ce moment. Mais ça ne tient plus. La France, l'Europe est en train de craquer sous les normes, sous la législation. Et tout ça va disparaître petit à petit. Nous sommes sur la pente et je pense que c'est inarrêtable. Il va falloir reparler d'environnement et de choses un peu sérieuses sur lesquelles nous pouvons avoir un impact. Paul de Breteuil, qu'est-ce que vous pensez de ces mots de Jancovici? Bien, déjà, je voulais juste vous remercier pour l'invitation de Frontières. Merci à vous d'être là. De pouvoir parler d'écologie avec Bertrand Alliot, notamment ces questions de liberté qui sont un sujet de préoccupation important pour les gens. Moi, je vais commencer par dire que déjà, la liberté, elle est jamais absolue. Et si on part vraiment d'une définition, ce serait bien d'essayer de définir un peu ce que c'est que la liberté. On peut la voir comme la possibilité d'action, de mouvement, mais dans une conception plus négative qui va venir d'Isaiah Berlin, la liberté elle va être vue comme la non-interférence, c'est-à-dire le principe de ne pas subir l'influence d'autrui. Et il y a un principe qui est assez important, qui est celui de la conservation de soi, qu'on intègre souvent dans les questions de liberté. Or, pourquoi ne pas inclure la protection de l'environnement ? En effet, l'environnement fait partie de nous, et donc si on ne va pas nuire à l'environnement, on préserve en quelque manière sa liberté. Peut-on prendre l'avion ? Les jeunes ont-ils droit ou doivent être obsédés par ces questions ? J'allais venir sur la question de Jancovici. Alors, c'est un propos qui a tenu il y a 1 ou 2 ans, il me semble, qui était un peu une phrase choc pour que l'opinion prenne conscience de l'impact du transport aérien sur les émissions de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique. Comment ? Le transport aérien dans les affaires de gaz à effet de serre, c'est très très faible comparé au reste. Extrêmement faible. C'est pas négligeable, on parle quand même de 4% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente à peu près les émissions de la flotte de camions dans le monde, donc c'est pas négligeable. Et je pense, là où je ne rejoins pas Jancovici, c'est sur cette idée d'avoir un pass avec maximum 4 billets. Pour le coup, avec Écologie Responsable, le think tank que je représente, on n'est pas d'accord avec cet avis, mais qui, en fait, de l'aveu lui-même de Jancovici, qui n'est juste qu'une mesure symbolique, qui en fait juste va parler de l'idée que l'avion a un impact certain et que il serait souhaitable que les gens prennent moins l'avion, notamment pour découvrir plus leur pays. Je sais pas si c'est une excellente idée. Les gens ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de découvrir le monde entier, eh bien qu'ils découvrent le monde entier. Sauf si vraiment il y a une explosion des prix, ils s'adapteront, vous voyez. Mais en attendant éventuellement une augmentation des prix qui les clouerait au sol, mais qu'on leur foute la paix, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais les gens font ce qu'ils veulent, mais je pense qu'il faudrait encourager davantage un tourisme plus local, et notamment, est-ce que c'est normal aujourd'hui que le train
coûte aussi cher par rapport à l'avion, est-ce qu'on ne devrait pas davantage penser à Mais vous une taxation de l'administrez l'aérien? Ah oui, une taxation, c'est-à-dire que c'est là où écologie responsable m'étonne. On est vraiment dans une période où justement il faut quoi? Il y a trop de normes, il y a trop de taxes, et vous voyez bien que ça craque de partout. Et vous êtes toujours dans cette idée qui vous vient tout de suite de taxer. J'ai vu aussi des propos sur on veut prendre l'épargne des Français pour faire un livret A vert. C'est chez vous, c'est une idée qui vient de chez vous. Faudrait laisser tranquille l'épargne des Français. Vous voyez. Le problème, c'est ça, c'est que très très vite, puisque vous prenez le CO2 comme le sujet principal de l'écologie, très très vite vous tombez dans l'entonnoir des normes, de la réglementation et des taxes. Et vous n'en sortirez pas tant que vous ne changerez pas votre vision de le diagnostic apocalyptique écologique, en fait. Et donc, vous allez tomber de toute façon dans une écologie. Il n'a pas dit qu'il avait une punitive. vision apocalyptique de l'écologie, du moins pas encore. Il faut. Connaissant Monsieur de Breteuil, je pense qu'il est un peu inquiet quand même. Je ne vous cache pas, il y a une inquiétude sur le il y a un changement diagnostic climatique. similaire, disons, au diagnostic de Jean Covici. Il y a un Peut-être sur les diagnostic actions. en commun, et je déplore d'ailleurs que vous fassiez pas ce constat, parce que c'est quelque chose qui est unanimement constaté par la communauté scientifique, par le GIEC, et moi je place totalement mon adhésion dans le discours scientifique. Le GIEC ne dit pas qu'il y a une apocalypse, ni qu'il y a une crise Non, climatique. ils disent pas qu'il y a une apocalypse. Il faut pas non plus se faire dire au GIEC ce qu'il ne dit pas. Néanmoins, il y a un réchauffement climatique vers lequel on se dirige. On est déjà passé à plus de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, il y a vraiment ce constat. Et d'ailleurs, vous dites pas le contraire. Il y a bien un réchauffement. Mais si je peux revenir sur la question des normes, l'idée des normes, ce n'est pas justement d'embêter les Français. Au contraire, c'est plutôt de préserver notre liberté collective, notre capacité justement de faire face aux conséquences de l'extinction de la biodiversité, de faire face aux conséquences des sécheresses, de faire face à nos besoins aussi de transport. Il n'y a pas Il y a un vrai d'augmentation enjeu sur- particulière des sécheresses. C'est par exemple dans le rapport de GIEC sur la biodiversité. Il y a des extrêmement bonnes nouvelles sur la question de la biodiversité en Europe. Il y a énormément d'espèces qui reviennent. Il y en a qui vont plus mal, mais globalement, si vous voulez, il y a même une augmentation de la biodiversité. Vous savez pourquoi, Garen? Parce qu'il y a des espèces, ce qu'on appelle invasives, et donc ils viennent s'installer sur notre territoire. Donc paradoxalement, très souvent sur les territoires, il y a une augmentation de la diversité des espèces parce qu'il y a de nouvelles espèces qui s'installent et qui font pas forcément d'ailleurs fuir les anciennes espèces, comme les espèces de poissons par exemple. Je crois que c'est un chiffre colossal, je crois que c'est plus de 40% de nos poissons sont des espèces qui ne viennent pas de chez nous et qui n'ont pas fait disparaître d'ailleurs les espèces autochtones, qui ont pu les faire diminuer, les populations, mais vous voyez. Et donc il y a un enrichissement, d'ailleurs c'est très connu en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup plus d'espèces en Nouvelle-Zélande depuis que l'homme est arrivé, parce qu'il a importé des espèces. Voilà. Bon, ça a pu poser parfois des problèmes. En Australie, par exemple, où par contre là c'était problématique, l'arrivée de lapins qui avaient ravagé, ou des marsupiaux. Oui, tout à fait. C'est pas toujours bon de recevoir tout et n'importe quoi du reste du monde. Oui, mais ça, on est sur vos thèmes là. Moi, je parle pas de ce genre de choses. Je parle des animaux. Ouais, on peut parler de biodiversité si vous voulez. Certes, il y a quelques espèces qui vont se développer, mais je suis pas d'accord avec votre constat et c'est pas ce que dit la science. La science montre justement qu'il y a une menace de la biodiversité. Je suis venu avec les chiffres de l'IPBES, qui est le groupe international d'experts sur la biodiversité, qui a dressé un rapport et qui montre qu'il y a plus d'1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction en raison des activités humaines. Et on peut pas passer à côté de ces chiffres. Et bien sûr, vous pourrez prendre des espèces qui vont se développer. On peut par exemple penser à la population de sangliers en France, le sanglier de retour sur notre pays. Et d'ailleurs, on peut parler même d'une surpopulation. On peut parler d'une surpopulation de sangliers. Oui. Il y a des espèces qui reviennent, bien sûr, mais le constat global est quand même une extinction de la biodiversité. Et je ne comprends pas comment vous pouvez utiliser plusieurs petits exemples, ce qu'on appelle du cherry picking. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais d'aller chercher une espèce qui va bien en disant, regardez, le constat global est positif. On a le droit aux anglicismes, on n'est pas sur Radio. On n'est pas sur Radio. Vous avez le droit aux anglicismes ici. Bon, j'aime pas bien les anglicismes. Mais en fait, le problème, c'est que vous reprenez toujours les éléments de langage des ONG, l'IPBES, et vous, en fait, vous
vous réhabilitez les saintes écritures. Il n'y a pas de saintes écritures, d'accord? Pas de saintes écritures. Oui, parce qu'on dit c'est la science. De la science. Oui, mais vous dites, oui, voilà, exactement. Vous dites la science, et donc la science a parlé, et on n'a plus rien le droit de dire. J'ai pas dit ça. Vous pouvez. Non, mais c'est quand même on est attaché à la liberté d'expression ici. Et oui, mais c'est quand même un peu sous-entendu. C'est-à-dire la science a dit, et donc c'est indiscutable. Donc voilà, à partir de ce moment-là, voilà, il faut. Il y a des discussions dans la science. Vous savez, justement, c'est le GIEC. Il y a des discussions, il y a des relectures, il y a des débats, il y a encore des choses qui doivent être discutées. Je vous propose de discuter. Il y a les chiffres, il y a les rapports, mais il faut aussi ouvrir les yeux. Quand on a un peu d'expérience, il se trouve que je suis un vieux naturaliste maintenant. Quand j'étais enfant, j'étais passionné d'oiseaux et je connais très bien ce domaine-là. Et je sais, j'ai une expérience de terrain. Et il y a énormément d'espèces qui reviennent. Alors là, c'est des chiffres internationaux, d'ailleurs invérifiables en général, qui concernent le monde entier. Moi, je regarde un pays développé comme le nôtre, comme la France. Vous avez énormément d'espèces, et c'est pas seulement quelques espèces du cherry picking, comme vous dites, parce que souvent le cherry picking, il est fait dans l'autre sens. Vous voyez, on peut le faire dans tous les sens. Il y a énormément d'espèces qui reviennent, et vous avez d'ailleurs ces multiplications d'espèces, comme le sanglier, vous avez le blaireau aussi, vous avez les corvidés, par exemple, qui sont beaucoup moins régulés qu'avant, parce que dans les campagnes, on avait tendance à tuer tout ce qui bouge. D'accord? Et donc, c'est des espèces prédatrices. Même les rapaces sont énormément de revenus de toutes les espèces de rapaces. Hein, et ce qui font qu'il y a beaucoup d'espèces prédateurs, mais il y a un truc que les associations ne veulent pas voir, c'est que la multiplication de certaines espèces peuvent faire diminuer d'autres espèces également. Hein, ça, c'est sur la prédation, évidemment. Et ça, par exemple, en ce moment, en Angleterre, au nord de l'Angleterre, ils comprennent pas pourquoi c'est le grand tétras. Et le grand tétras, ils veulent le protéger en luttant énormément contre la prédation naturelle. Et donc, vous avez cet effet. C'est quoi le grand tétras? Ah, pardon, c'est une espèce de grosse poule, un gallinacé, un peu comme un faisan, si vous voulez, la même famille. Mais très gros, il y en a quelques-uns en France, ça a été introduit dans les Vosges récemment. Et donc, ils luttent contre la prédation naturelle, vous voyez. Donc vous avez ces aspects-là. Mais en tout cas, les espèces, je peux vous en citer des tas sur les oiseaux. Les oiseaux d'eau se portent très bien, par exemple. Alors qu'il y a 30 ans, on n'en voyait quasiment plus. Mais est-ce qu'il y a quand même des animaux qui sont en voie d'extinction à cause de l'activité de l'homme? Voie d'extinction, en Europe, le mot extinction est un peu fort. Il y a des... On parle quand même de populations. Déjà, les insectes, il y a un effondrement des populations d'insectes. On peut parler aussi des amphibies qui sont menacés dans les milieux... Les amphibiens, oui. Pardon. On peut parler des zones humides certaines qui sont menacées. Et justement, si vous voulez, on peut parler des oiseaux. Moi, je peux utiliser la métaphore de l'autruche. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas justement en train de regarder ce qui va bien, vous regardez sous vos pieds, plutôt que de voir le constat global qui est quand même plutôt mais non, ça c'est une affirmation gratuite. Vous dites le constat global, non, ce n'est pas vrai. En fait, si vous voulez, c'est normal. Alors déjà, pour information, lisez un des derniers livres de Christian Lévesque, où il raconte que les anciens naturalistes, alors c'est ceux du 19e siècle, et il est allé voir pendant le confinement, il s'embêtait un peu, il est allé voir ce qu'ils écrivaient. Et ils écrivaient déjà, nos petits oiseaux disparaissent, etc. Et dans X temps, il n'y en aura plus, etc. Et aujourd'hui, on est plus d'un siècle après, et ce qu'ils savaient penser ne s'est pas produit, si vous voulez. Le fait qu'il y ait des espèces qui diminuent ou qui augmentent, c'est normal. C'est la nature. La nature n'est jamais la même. Et donc, ce qu'on observe, en fait, ce n'est pas forcément un drame. C'est des choses logiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des actions. Moi, j'étais militant à la LPO pendant 30 ans. D'accord? Et 15 ans au conseil d'administration. C'est des choses qui me touchent. Ce que je ne veux pas faire, c'est de faire d'une catastrophe, d'une crise, alors qu'il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure et qu'il ne faut pas avoir la moitié du cerveau qui ne marche plus. Le retour des espèces, il est notable. D'ailleurs, il est reconnu par les ONG. Et il ne faut pas trop contraindre les gens dans l'espace rural, alors que les espèces reviennent avec tant de On s'est un petit peu éloigné santé, du sujet initial qui est: est-ce que l'écologie politique est une atteinte aux libertés? Donc on veut nous interdire, Jean Covici propose très gentiment de limiter à 4 vols par an, dans une vie entière, pardon, pas par an. 4 vols dans une vie entière pour un Français. Est-ce que c'est pas une atteinte aux libertés individuelles de pouvoir se déplacer comme on veut? Vous me posez la question? Oui, pardon, Paul de Breteuil. En fait, déjà, oui, en quelque sorte, c'est une atteinte à une liberté individuelle, mais comment vous définissez la liberté? Jean Covici parle, par exemple, de la question de la liberté collective. Si on fait pas, si on met pas en place de mesures pour endiguer la crise écologique,
ben en fait c'est les libertés de tout le monde qui sont menacées. Un monde qui a plus 3, plus 4 degrés par exemple, c'est un monde qui est invivable. Il y a certaines zones du monde. Mais pourquoi 4 degrés, c'est un des scénarios, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a un scénario à 1 degré. Ne faites pas de cherry picking, comme vous dites. Non, mais présentez l'éventail des possibilités. Mais vous n'en savez rien vers quoi on va, personne ne le sait. Vous savez, on a eu des annonces apocalyptiques sur plein de sujets au XXe siècle. Hein. Le Covid, il n'est pas très loin. Vous avez eu la vache folle sur l'environnement, le trou de la couche d'ozone, les pluies acides, la technologie nucléaire. On nous annonçait à chaque fois les catastrophes. Faut un peu se méfier. Et on a quand même une certaine expérience. Le problème, c'est que vous dites qu'il faudrait définir la liberté, mais parce que il faut quand même assumer aussi sa position. Je pense que vous êtes dans une position qui d'ailleurs qui peut être cohérente. Moi, je reconnais ça, qu'il faut mettre en œuvre la décroissance. J'ai pas parlé de la décroissance. Non, justement, mais vous tournez autour, c'est-à-dire que non, c'est pas vous euphémisez un peu, c'est-à-dire que je vais pas dire qu'il faut pas arrêter la liberté, je vais essayer de redéfinir la liberté pour le faire rentrer dans mon cadre et voilà. Donc faut assumer à un moment donné. Est-ce que on peut faire ce qu'on a envie de faire ou est-ce qu'il faut encore plus de normes, de réglementation, etc. Voilà. Mais vous pouvez me poser directement la question de la décroissance et je suis ravi de vous répondre. Moi, ce que je trouve important d'essayer de définir la liberté, c'est de savoir qu'est-ce qui est fondamental. Et je pense que les auditeurs de Frontières, par exemple, il y a un sujet qui est très important chez Frontières, c'est la question de la sécurité. Quand vous voulez la sécurité, vous avez besoin de moins de liberté. Vous devez donner plus de pouvoir à la police pour faire régner l'ordre. Donc ça veut bien dire qu'une liberté inconditionnelle est impossible pour mieux préserver les libertés essentielles, notamment la sécurité de soi et la sécurité de son environnement. Donc c'est quelque chose qui est important. Quand on est un honnête homme, on n'est pas très contraint. Il n'y a que les bandits qui ont... Effectivement, quand on n'abandonne pas de liberté en laissant la police le fait d'arrêter les cambrioleurs, les voleurs ou les violeurs, on n'abandonne pas de liberté individuelle là-dessus. Par exemple, sur les questions de renseignement, on va laisser quand même certaines informations. On va donner des pouvoirs à l'État sur les individus. Et moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Mais je trouve juste que l'idée d'une liberté, les ZFE. On en parlera après. On en parlera après. Non, parce qu'à un moment donné, on peut pas toujours parler en théorie. Alors, il faut parler en pratique. Dans ce cas-là, on va envoyer un deuxième extrait sonore. C'est le débat sur les ZFE. L'écrivain Alexandre Jardin n'hésite pas à parler d'écologie punitive. On envoie le son. Lyon, en gros, dès que vous avez un maire écolo, voilà, vous avez de l'écologie punitive anti-pauvre. Anti-pauvre. Alors, c'est ça. Donc les lois de ségrégation. Ouais. Ça suffit, il dit à la fin. Donc, est-ce que par exemple les zones ZFE, c'est-à-dire zones faible émission, qui empêchent en fait les pauvres de rentrer dans les grandes villes s'ils ont une voiture qui date d'avant 2005 si elle est essence ou d'avant 2011 si elle est diesel, est-ce que ça c'est de l'écologie punitive, interdire l'accès aux grandes villes aux voitures des pauvres? En fait, le terme d'écologie punitive, parfois je trouve que c'est un terme qui est employé un peu abusivement. Dans le sens où l'idée n'est pas... Bien sûr, il y a eu des exemples où l'écologie... Vous êtes pour ou contre les ZFE? La question des ZFE, on peut partir déjà des faits, on peut partir des faits de pollution. Moi, je suis venu avec le chiffre de Santé publique France 2021 qui dit que la pollution aux particules fines cause chaque année la mort de plus de 40 000 personnes. Donc on parle quand même d'un sujet qui est grave. C'est les chiffres de qui? C'est Santé publique France. Santé publique France. Les ZFE vont empêcher les particules fines? Ça permet de limiter en tout cas les émissions de polluants. Donc vous êtes pour les ZFE? Nous, avec Écologie Responsable, on n'est pas contre les ZFE, on est pour l'aménagement, pour trouver des solutions avec les propriétaires de vieux véhicules, pour faire un peu du cas par cas, mais en soi le principe même de la ZFE n'est pas complètement stupide. Si c'est pour protéger des vies, on parle quand même de 40 000 personnes. C'est important quand même. Oui, mais vous faites un lien direct. Il y aura pas de ZFE, il va y avoir plus de morts, quoi. On voit quand même que les chiffres de la mortalité liée à la pollution ont baissé ces dernières années, notamment avec des politiques environnementales. Je sais pas comment on relie la pollution au décès. C'est toujours ça un peu compliqué parce que vous sortez des chiffres. Oui, c'est toujours ce qu'on sort, mais il faut voir un peu ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est les voitures qui font qu'il y a 40 000 morts par an? Et pendant les confinements, je vous signale que... Est-ce que c'est à cause des voitures qu'il y a 40 000 morts par an? Parce que la pollution automobile, c'est une toute petite part de la pollution en France.
Non, en fait, les transports ont quand même sont un des premiers pôles de pollution en France, parce que et je comprends très bien. En France, on est extrêmement dépendant des voitures, mais comme dans beaucoup de pays. Et juste, il faut essayer de trouver des solutions pour limiter l'émission de polluants. Et je serais curieux de voir ce que vous proposez pour la qualité de l'air. Mais vous savez que la qualité de l'air, c'est ça qu'il faut comprendre. D'abord, il y a que deux grandes villes où on dépasse parfois les normes. C'est Paris et Lyon. Donc il y a 2 endroits en France où il y a éventuellement un problème. Et il faut comprendre aussi l'extrême amélioration des conditions de l'environnement dans les grandes villes au niveau de la qualité de l'air au XXe siècle. Il faut voir à quel point l'air était pollué dans certaines zones. Et d'ailleurs, il faut aller dans des zones très pauvres, comme dans les bidonvilles, par exemple en Afrique du Sud, je suis allé, ou au Brésil, etc., pour voir à quel point, à ce que c'est vraiment que la pollution de l'air. Aujourd'hui, les taux sont sur des niveaux corrects, si vous voulez. Le problème, c'est il y a toujours une pollution, j'allais dire, nécessaire d'une certaine manière, sinon vous allez empêcher tout développement, toute mobilité, etc. C'est ce qu'on appelle l'optimum de pollution en économie de l'environnement, c'est-à-dire le niveau de pollution, si vous descendez en dessous de ce niveau, vous allez détruire totalement l'économie, quoi. Donc évidemment, on peut faire encore des efforts, mais on en a fait énormément, c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que depuis les années 70, vous ne pouvez pas imaginer la multiplication des normes et de la réglementation qui ont été adoptées aujourd'hui. Donc en fait, on est dans la situation de quelqu'un qui était obèse, qui arrive à son poids de forme, et on lui dit, il va falloir encore maigrir. Mais vous voyez, il va finir par mourir. Et c'est là où on en est en ce moment. C'est qu'on va faire mourir l'économie française. Des gens meurent de la pollution, quand même. Oui, mais non, mais d'accord. C'est factuel. Dites pas il meurt de la pollution. Je veux dire, mais quand vous dites mourir, les gens vont finir par mourir. Je prenais un exemple, c'est-à-dire ce que vous dites. Oui, c'est économiquement qu'on est en train de crever à cause de tout ça. Si vous voulez, il faut comprendre qu'on n'est plus obèse comme on était au début à l'après-guerre, si vous voulez, ou pendant les 30 glorieuses. On s'est énormément amélioré sur les problèmes d'environnement. Énormément. Alors évidemment, il y a des progrès à faire, il y a des choses à mettre en œuvre. Je pense par rapport à la pollution lumineuse, à tout ce qui est déchets. On parle jamais des déchets, puisqu'on est tellement obsédé par le CO2 qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est un autre sujet, et c'est bien sûr, les déchets sont un sujet important. Pour revenir sur les ZFE, moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une voiture de 2 tonnes, un 4x4 de 2024 qui consomme donc énormément d'essence parce qu'il pèse 2 tonnes, vous avez le droit de rentrer dans une ZFE parce que vous êtes catégorie 1. Par contre, si vous avez une voiture essence de 2005, une toute petite qui consomme rien du tout, vous n'avez pas le droit de rentrer. Pourtant, que je sache, un 4x4 qui consomme 12 ou 13 litres au 100, ça pollue plus qu'une petite voiture qui consomme 4 litres au 100. En fait, on parle notamment de l'émission de particules fines, et je suis d'accord avec vous, il y a des choses qu'il faut améliorer, et notamment avec ces questions de dérogation qui sont accordées à certains automobilistes qui vont montrer qu'ils ont pas le choix, ils veulent utiliser leur vieux véhicule, et donc il faut prendre un peu cas par cas et essayer de voir justement. Non, mais c'est pas ça que je dis, c'est qu'il y a des véhicules qui polluent plus, qui pourront rentrer en ville parce qu'ils sont récents, et des véhicules anciens qui pollueront moins parce que aujourd'hui qui consomment plus de carburant. Bah oui. Et bien la sûr, consommation de carburant, c'est une pollution. Et bien sûr, mais complètement, c'est un sujet, la consommation de carburant. Et si vous voulez, on peut parler de électrification des usages, qui va être un peu le grand virage, qu'on prend en Europe. C'est pas le parti, mais bon. Et qui est nécessaire dans le sens où si on regarde la très dépendance, riche pour s'acheter une bagnole, quoi. Mais c'est pas qu'une question de richesse. Si vous regardez les prix du pétrole, écologiquement, je suis pour qu'on garde son vieux véhicule. Moi, j'ai un véhicule qui a, je sais pas, 12-13 ans maintenant. J'en ai un autre qui est un vieux diesel, mais j'ai pas envie de le changer parce que c'est une politique anti-écologique. Ça s'appelle de l'obsolescence programmée, en fait. L'écologie politique qui est représentée par M. de Breteuil ou à gauche est à peu près pareil. C'est vraiment l'organisation complète de l'obsolescesse programmée, sans arrêt. On a des vieilles bagnoles, et bien on les garde. C'est vachement écologique. C'est pas ce que je dis. Parce que il y a eu. Oui, mais enfin, vous êtes toujours pour quand même garder toutes ces normes, oui, qui comme le dit Alexandre Jardin, il a raison. Il faut lui donner la Légion d'honneur à Alexandre Jardin là, sur ce qu'il fait contre les ZFE et cette politique anti-gueux. C'est scandaleux. Et si l'écologie politique sait faire ça, je crois qu'il faut s'en écarter très vite. Mais
Mais je comprends pas. Justement, on va rester sur ces ZFE parce que mine de rien, ça touche des millions et des millions de personnes en France aujourd'hui qui n'ont plus accès aux grandes villes. En quoi est-ce que obliger des gens qui ont une voiture de 2005 essence qui pollue pas particulièrement, étant donné que mine de rien, on a tous les 2-3 ans, les voitures doivent passer un contrôle technique et il y a un contrôle de pollution. Ouais. Donc elle est pas censée polluer plus que de normes. Donc on va l'obliger à vendre ou à détruire cette voiture parce qu'en fait on détruit les voitures pour acheter une nouvelle voiture, c'est-à-dire polluer énormément. La construction d'une voiture, d'autant plus électrique, pollue énormément. C'est ça le projet de la gauche, en fait. Obliger les pauvres à vendre leurs vieilles voitures pour acheter des nouvelles voitures, c'est-à-dire polluer pour pouvoir rentrer en ville avec. Je comprends même pas le système du ZFE, en fait. En fait, aujourd'hui, le système des ZFE, si loin d'être parfait, c'est déjà parce qu'il y a une politique de transport public qu'il faut améliorer. Et là où je peux vous rejoindre, c'est que il faut mettre en place davantage de solutions pour que les gens aient moins besoin, soient moins dépendants de leur voiture. Et en fait, il faut aussi une position pragmatique que nous, on a avec Écologie Responsable, qui est de prendre cas par cas, de voir ce qui est efficace, de discuter avec les automobilistes, de voir comment on peut améliorer les choses, de voir quel compromis on peut trouver sur la qualité de l'air. Et petit à petit, on va avancer. Et il faut être constructif. Et on doit aussi faire face quand même à ce problème de pollution aux particules fines et d'ailleurs vous avez dit qu'il y avait des mesures. N'améliorons pas l'histoire des particules fines. Mais ça limite. Et d'ailleurs vous dites qu'il y a des politiques. Pendant le confinement, il y avait des pics de pollution à Paris. Et en fait, les particules fines, parce que apparemment, ça venait des usines à charbon, je sais pas quoi, en Allemagne, en tout cas de l'industrie allemande. Là, c'est l'Allemagne, le vent qui a ramené. Donc, vous voyez, on sera d'accord sur l'Allemagne. Oui, parce que je veux dire, c'est que vraiment la qualité de l'air, c'est un des sujets environnementaux qui s'est vraiment amélioré. Je pense que ça va être difficile de faire plus. Encore une fois, c'est mon exemple de tout à l'heure. Quand vous êtes à votre point de forme, perdre encore du poids, ça vous demande des efforts absolument colossaux, quoi. Il faut mettre un pognon monstre pour gagner un tout petit peu. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire, sauf que le pognon monstre, on le fait. Oui, c'est en fait les gueux, les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui vont subir, quoi. Il faudra être riche pour aller en ville. Bon, ça c'est toutes les politiques écologiques, et ça m'attriste un peu que le corps de droite, qui est un peu plus lucide sur les affaires d'environnement, eh bien, ne soit pas plus critique que ça, quoi. Enfin. Mais Paul de Breteuil, la France est considérée comme un bon élève au niveau écologique mondial, non ? Alors, je trouve que la France est un pays qui a plus que sa carte à jouer au niveau écologique. Si on prend notre mix électrique, qui est décarboné, qui est un des plus vertueux au monde, là, on se rejoint totalement. Après, la France, ça doit aussi faire des progrès, et je pense être un exemple dans le monde en termes on peut parler de décarbonation, parce que pour moi, il y a un énorme enjeu. C'est pas au-delà du réchauffement climatique, il y a un énorme enjeu au-delà des hydrocarbures, qui sont importés de divers pays dans le monde et qui font que la France va extrêmement dépendante sur ses prix de l'énergie. Et je pense qu'on a tout intérêt à engager cette transition énergétique, ne serait-ce que pour les intérêts souverains en France. On a intérêt, mais la transition énergétique, pour le moment, elle en est au balbutiement, et en fait, changer de système comme ça du jour au lendemain au forcing, comme le veut le faire Jancovici ou d'autres, c'est pas possible, ça ne marche pas. On l'a fait en 20 ans avec notre parc nucléaire quand même. En 20 ans, on a... oui, ça c'était pour la production d'électricité, mais pour les transports, c'est extrêmement difficile en fait. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ça va coûter extrêmement cher. Et qu'on n'a plus les moyens, justement. C'est qu'on peut changer de système. Il y a des systèmes qui peuvent fonctionner, même avec plein d'éoliennes et de panneaux solaires. Hein. Mais à quel prix ? C'est ça qui va nous embêter. L'État a financé énormément de la transition écologique en subventionnant les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques au point où on avait d'ailleurs calculé qu'on aurait pu construire une dizaine de centrales nucléaires avec l'argent qu'on a mis dans le panneau photovoltaïque et dans le panneau solaire. Les éoliennes. Mais au final, les éoliennes et le panneau photovoltaïque représentent une part marginale de l'électricité en France, alors que ça a coûté extrêmement cher à produire. Est-ce que c'est ça l'avenir ? C'est-à-dire, parce que mine de rien, cet argent, il est pris dans la poche des Français. C'est l'épargne des Français qui a servi, et les impôts et les taxes et les charges des Français qui ont permis la construction de ces panneaux photovoltaïques et de ces éoliennes. Aujourd'hui, on se rend compte que la rentabilité est nulle, que c'est extrêmement polluant, mine de rien, parce qu'une éolienne, ça dure beaucoup moins longtemps qu'une centrale nucléaire, un panneau photovoltaïque aussi. Est-ce qu'on n'est pas parti dans la mauvaise voie, comme l'ont fait les Allemands ? Les Allemands, eux,
C'est pire, ils ont eu la bêtise de fermer leur centrale nucléaire au point qu'aujourd'hui ils polluent 10 fois plus que la France. L'Allemagne au kilowattheure pollue 10 fois plus que la France en moyenne. Et c'est un pic, c'est vrai. Et on a aujourd'hui les écologistes français comme Marine Tondelier qui disent l'Allemagne a tout compris, c'est eux qui ont raison. Mais ça m'a pas l'air d'être la bonne solution là. Déjà, je vous cache pas que Marine Tondelier, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit et c'est pas du tout ma vision d'écologie. Espèce de vision... une vision qui va reprendre à son compte le combat des minorités dans lequel je ne crois pas. Je pense que justement la gauche s'est fourvoyée dans ce combat. Elle s'est servie de l'écologie pour reprendre à son compte des combats de son idéologie. Et là-dessus, je pense qu'on pourra se rejoindre. Après, sur la question du renouvelable, en fait, il y a un problème en France, c'est qu'on a sous-investi ces dernières années dans le nucléaire. Et à cause de qui ? À cause des écologistes. Les écologistes français ont combattu le nucléaire à cause 20 ans. de plusieurs politiques. On peut penser par exemple à Jospin qui a arrêté de financer le plan Astrid, qui aurait pu nous doter la 4e génération, sur lesquels on était en pointe. Et je le déplore totalement. Et pour moi maintenant, l'heure n'est même plus à le déplorer. Il faut avancer, il faut continuer. Il faut justement aller contester ce discours d'Europe Écologie Les Verts qui a fait du mal sur notre mix électrique décarboné. Et malheureusement, pour éviter ce qu'on appelle l'effet de falaise avec le parc nucléaire, parce que le parc nucléaire a une durée de vie qui est longue, mais elle n'est pas infinie. Et donc, il y a un moment, notre parc nucléaire a quand même essentiellement date des années 90. À un moment, il ne sera pas éternel. Et donc, il faut développer des nouveaux réacteurs nucléaires, mais c'est plus facile d'avoir des projets éoliens photovoltaïques pour avoir un petit ajustement de notre consommation d'électricité. Et nous aussi, ce qu'on voit avec Écologie Responsable, c'est qu'on veut que ça se fasse pour les territoires. C'est très important. On ne veut pas qu'il y ait des projets un peu hors sol éoliens qui se développent sans concertation, sans partir des besoins des territoires. Et c'est quelque chose sur lequel on peut se différencier, nous, avec l'écologie de gauche plus classique. Non, mais sur les énergies renouvelables, la politique a été aberrante de développement de l'éolien et du solaire qui coûte encore une fois un pognon de dingue, comme dirait l'autre, et puis qui ont une efficacité énergétique lamentable et qui peuvent pas fonctionner tout seuls, puisqu'il faut des éoliennes et des panneaux solaires, ça s'arrête de fonctionner quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, et donc il faut les moyens de stockage. Multiplier, oui, mais enfin... Alors, le stockage, ça coûterait extrêmement cher, ce serait très polluant. Le stockage de l'électricité, on n'a jamais vraiment su faire. Ce qu'on voit quand même, c'est que plus les technologies se développent, plus quand même on a une rentabilité qui est intéressante avec l'éolien et photovoltaïque. Mais bien entendu, en fait, ce que je trouve dommage aujourd'hui dans l'écologie, c'est qu'on a trop tendance à opposer le nucléaire et les renouvelables. Comme s'il y avait deux camps, la droite qui va soutenir le nucléaire contre la gauche plutôt sur les renouvelables. C'est à peu près le cas politiquement aujourd'hui. Il faudrait dire les renouvelables intermittentes. Parce que moi, j'espère qu'on va réconcilier les deux. L'hydraulique, les barrages sont une énergie renouvelable tout à fait valable. C'est à peu près 15% de l'électricité produite en France. En plus, on a plein d'eau en France en ce moment. Et plein de rivières. Et je pense que... D'ailleurs, ce qui n'est pas terrible pour les agriculteurs et pour les récoltes, ça fait 2 années difficiles pour les agriculteurs. Oui, c'est le lot de l'agriculture et de vivre avec la nature, et donc c'est souvent compliqué. Ou alors là, vous savez, attendez un peu de vieillir et vous verrez bien si vous avez le même discours. Vous pouvez avoir les 10 glorieuses de l'agriculture dans les prochaines années. Ça peut arriver, vous savez. Il peut y avoir 10 années formidables. C'est comme ça a toujours été le cas dans l'histoire. Vous avez des cycles très mauvais et puis des cycles très bons. Eh bien, peut-être que nous rentrerons bientôt dans un cycle très bon en agriculture. Vous verrez. Mais d'ailleurs, le pire n'est jamais certain. Les écologistes restreignent énormément les libertés des agriculteurs et, par exemple, refuser la construction de bassines. Pourquoi est-ce que les écologistes refusent la construction de bassines de rétention d'eau pour que les agriculteurs puissent arroser leurs champs quand il y a moins d'eau? Est-ce que l'écologie responsable est pour ou contre? Je sais pas, c'est une question que je pose à Paul de Breteuil. C'est une bonne question. Moi, j'avais un peu étudié le sujet il y a quelques mois quand c'était tombé avec Sainte-Soline. Moi, j'ai pas d'a priori contre ces bassines. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elles sont mentionnées dans les rapports du GIEC. Et aussi, autre chose assez amusante, c'est qu'on a tendance à mettre sur les bassines, on va parler de méga bassines, alors que c'est du stockage de l'eau. Après, il faut juste de voir si ça se fait bien pour les besoins de l'ensemble des agriculteurs, que c'est pas juste quelques agriculteurs qui vont s'accaparer l'eau au détriment de tous les autres. On s'accapare pas l'eau en France, il y en a tellement. Tout le monde peut s'accaparer l'eau. Il y a quand même des... Moi, souvent, toi, j'ai un récupérateur d'eau. Vous voyez, je m'accapare l'eau, ça n'a aucun sens.
l'abondance en France. mais L'eau est tellement l'eau est abondante pour tout le monde, mais dans l'eau est pour tout beaucoup le monde. de régions. Mais il y a des régions, par exemple, dans les Pyrénées, l'été, il y a des étés où il faut mieux gérer l'eau. Il y a des besoins qui sont priorisés parce qu'il y a moins d'eau et du coup, oui, dans certains endroits, oui. D'ailleurs, il faudrait faire des réserves dans ces endroits. C'est très important. Donc, moi, je suis pour une gestion collective de l'eau, notamment une gestion facilitée au niveau des bassins versants. Là où je suis content, c'est qu'en France, je pense qu'on s'est pas mal emparé de ces problématiques d'eau, notamment sur la question d'inondation. Il y a des choses qui ont été faites, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut aller encore plus loin sur la question des sécheresses. On a de plus en plus besoin d'irriguer. On peut penser par exemple, moi, mon grand-père, pas tellement. Mon grand-père était viticulteur dans le Languedoc et ce qu'il me disait, c'est que avant il y avait beaucoup moins besoin d'irriguer et que maintenant chaque année il y a un besoin très important d'irrigation et il a mis en place un système de goutte à goutte. Donc il faut essayer d'accompagner les agriculteurs pour les aider et faire en sorte que la transition se fasse pas justement contre les gens mais pour les gens et pour améliorer le futur de tous. C'est notre liberté collective. Et c'est ce en quoi on croit avec Écologie Responsable. Mais bizarrement, en France, à chaque fois qu'on entend la gauche écologiste parler, on n'entend parler que d'interdiction, de punition, jamais de choses positives. Comment ça se fait ? Je pense que généralement la gauche ne s'aime pas ou n'aime pas, ne voit peut-être pas ce qu'il y a de positif en France aussi. Elle a tendance à être assez critique et un peu dans une identité malheureuse. Et je suis d'accord qu'il faut aussi voir des choses positives parce qu'on a un beau pays, on a un pays qui a en termes de patrimoine à défendre, patrimoine naturel, nos monuments, on a des atouts qu'il faut mettre en œuvre et justement montrer aussi ce qui se fait de bien pour encourager les gens, parce que je suis d'accord que si on est toujours dans la catastrophe en se disant que il faut se résigner et que le pire arrive, et c'est la meilleure façon de ne pas agir et le désespoir mène à l'inaction. Et pour moi, j'ai vraiment, si j'ai envie de porter un discours à vos auditeurs, c'est ne pas désespérer, de se dire que on a des cartes pour mener ensemble cette transition en France et que il y a des projets qui sont positifs qu'il faut qu'on accompagne et que l'écologie ne se fasse pas au détriment des gens. Au contraire, l'écologie doit être au service des gens. Action Écologie est d'accord avec Écologie Responsable. Sur quoi ? Sur ce que vous venez de dire. Mais alors, maintenant qu'on a discuté de la situation en France, est-ce que tout cela n'est pas ridicule par rapport à ce que le monde s'apprête à vivre ? Donald Trump a rappelé ses promesses de campagne comme la fin du Green New Deal, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Est-ce qu'on fait pas tout ça pour rien ? La France représente moins d'1% de la pollution mondiale. Les Chinois n'ont jamais accepté aucun deal écologique, ce sont l'un des plus gros pollueurs mondiaux. Les Américains, moi j'ai écouté le discours de Trump, il a dit ça va être pétrole et gaz, allez-y, on va tout cramer. À quoi ça sert de punir les Français à leur mettre des pailles en carton pour interdire les pailles en plastique quand derrière ils vont utiliser des monster trucks qui vont polluer comme des porcs? Est-ce qu'on n'est pas les dindons de la farce européens du monde entier? Je pense que le but c'est pas justement qu'on devienne les dindons de la farce. Alors on l'est là actuellement, on l'est. On est ceux qui polluent le moins et qui avons le plus de punitions écologiques pour les populations. Alors que aux États-Unis, allez voir la consommation de CO2 par habitant, ou en Chine, ou n'importe où ailleurs dans le monde, l'Europe, c'est les meilleurs élèves et c'est ceux qui sont le plus punis. Je pense qu'il faut... Là, je pense que vous voyez un peu le verre à moitié vide et tout est loin d'être parfait. On est d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi l'Europe, la France mettent en place je pense, en planifiant davantage la transition écologique que d'autres zones géographiques, elles seront, je pense, dans une situation plus favorable dans plusieurs années. Et si vous prenez par exemple le modèle américain, les Américains, ils sont très contents aujourd'hui, ils ont leur pétrole de schiste, tout va bien, drill baby drill, comme dirait Donald Trump. Sauf que dans quelques années, quand il y aura moins ce pétrole de schiste à disposition des États-Unis, quand il y a un vrai sujet sur le pétrole qui se forme sur des millions d'années, et vous savez que le chiffre est quand même hallucinant. Tous les jours, on a 100 millions de barils qui sont utilisés dans le monde. C'est absolument astronomique.
Et les États-Unis, le prix n'a toujours pas. Le prix a quand même bien monté. Si on regarde depuis par rapport aux années 60, juste avant les chocs pétroliers, à dollars constants, il y a une explosion du prix des barils. Après, il y a des fluctuations, mais ça c'est un peu le lot du pétrole. Et les États-Unis un jour vont être dans une situation, à mon avis, très compliquée sur ces questions énergétiques. Si on regarde si leur modèle urbain, vous prenez une ville comme Los Angeles, feu Los Angeles, j'ai envie de dire, c'est Los Angeles aujourd'hui, c'est une ville qui s'est énormément étendue et qui aujourd'hui dans Los Angeles, si le prix du pétrole monte et peut-être pour le moment il est stable, les gens seront encore plus dans des problèmes économiques importants. Et on parlait tout à l'heure du coût de la transition écologique, de ce que ça coûte. Évidemment, ça a des coûts, mais c'est encore plus cher pour les gens l'inaction. Et c'est ce qu'on voit avec ce modèle américain qui, je pense, l'action aujourd'hui de l'Europe n'a pas anticipé. Malheureusement, la transition énergétique, c'est effectivement dépenser des milliards d'euros. Hein. C'est colossal. Et le coût d'inaction est plus important quand même. Non. Parce que le coût de l'action, le résultat de l'action est nul. Vous appelez l'action écologie ? Non, le coût du résultat, le résultat de l'action, excusez-moi, le résultat de l'action de l'Europe, les milliards qu'elle a mis pour baisser les émissions de CO2 est nul. C'est tout, il n'y a aucun résultat, puisque qu'est-ce qu'il faut faire, d'après l'Europe, c'est diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Le résultat, le résultat, c'est zéro. Vous n'avez aucun résultat, et vous avez mis des milliards sur la table, et vous voulez continuer cette transition totalement délirante, qu'on pourra d'ailleurs jamais évaluer, parce qu'on se demande quand, dans les siècles à venir, probablement, il faudra qu'on regarde pour savoir si notre politique d'aujourd'hui a eu le moindre impact. Aujourd'hui, notre politique est nulle. On a baissé, je crois, en France ou en Europe de 2% nos émissions, mais on s'en tape totalement des émissions. On s'en tape totalement des émissions françaises. Ça n'a aucune importance sur le sujet, puisque le sujet est mondial. Important. Donc, résultat de l'action européenne, du Green Deal et des milliards d'euros qui sont mis sur la table, zéro. Et il faut arrêter ça. Le seul chose qu'il faut faire sur le changement climatique, c'est on s'adaptera aux nouvelles conditions de l'environnement. Nous pouvons nous adapter. C'est extrêmement simple. Il faut mener des politiques d'adaptation, point. Il faut arrêter ces politiques de anti-CO2 totalement délirantes qui n'ont jamais eu d'utilité. Moi, je fais le... On a un constat qui peut se rapprocher sur le plateau des émissions de CO2, mais moi j'en tire une conclusion inverse. Et justement, ça doit nous inciter à faire beaucoup plus. Donc mettre encore plus d'argent, encore plus de milliards dans l'écologie. Comment vous faites ? C'est-à-dire que c'est des normes, des réglementations, pour moi, il y a énormément de zéro artificialisation nette. Est-ce qu'il faut le faire ? Il y a énormément de directions à explorer, mais il y aura ce besoin d'investissement qui est important. Et je trouve, pour le faire de manière responsable, parce que évidemment on peut pas, l'argent n'est pas magique. Il y a en ce moment, on essaie de se décider sur un budget. Nous en France, on a un problème avec notre fonctionnement budgétaire. Et il y a quelque chose, je trouve, dont on parle jamais, c'est la question de la sobriété des dépenses. La France est un pays qui dépense énormément d'argent et donc le fonctionnement le budget n'est pas à l'équilibre. Eh bien, pourquoi ne pas relier la question de sobriété écologique à la question de la sobriété budgétaire pour ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Et si on a un budget plus à l'équilibre, on dégage aussi une capacité d'investissement pour la transition. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec le parc nucléaire français, c'est que sans l'État français, la transition, si elle n'est pas mondiale, n'a aucun sens. Sans l'État français, il n'y aurait pas de nucléaire aujourd'hui. Il faut en être conscient. Oui, mais enfin, c'est pas pour des questions de CO2 qu'on a fait du nucléaire. Hein, non, mais ça montre bien que l'État aussi a son rôle, un rôle important à jouer dans l'investissement. Je vois pas ce qu'on peut faire sur ces questions de décarbonation. On est à l'os et de toute façon, le monde entier n'est pas dans cette dynamique. Donc il y a une marche arrière là actuellement. Les autres pays du monde, comme les États-Unis, sont sur une marche arrière sur l'écologie. On va être les derniers à faire de l'écologie. C'est-à-dire que je comprends pas, notre impact va être quasi nul au niveau mondial, sachant que les autres vont recommencer à polluer, mais on doit mettre tous les Européens à l'os, leur obliger à polluer moins alors qu'ils sont déjà très très bas par rapport. En fait, je comprends pas où est-ce qu'on va à part dans le mur. L'idée c'est pas du tout c'est pas d'être le dindon de la farce. On peut repartir sur les métaphores autour des oiseaux dont on parlait au début. C'est pas du tout l'idée. L'idée c'est d'envisager une moindre dépendance aux combustibles fossiles.
Et on est les premiers on l'a vu avec la flambée des prix du gaz. Quand le prix du gaz russe monte, et ben on a été obligé de s'adapter. Et je trouve qu'on a tout intérêt en France à trouver des solutions pour être moins dépendant de ces combustibles. Et en fait, c'est assez intéressant parce le combat sur le CO2 rejoint des intérêts autour du combat contre la flambée des prix de l'énergie, et ça va dans notre sens. Et après, au niveau mondial, je suis d'accord que les COP sont. Il faut les supprimer. Faut arrêter. Non, je suis pour que les gens se réunissent. Un peu d'affourisme, monsieur de Breteuil. Non, mais il faut arrêter un peu ça n'a jamais servi à rien, une COP, si ce n'est à aller dans des beaux hôtels. Comment ? Ça fixe au moins des objectifs. Il y a plein d'imperfections dans les COP. Des objectifs qui sont jamais tenus, je vois pas vraiment à quoi ça sert, mais bon. Il y a quand même eu des fonds de dotation. Bon, nous on est pour la suppression. L'ancien dirigeant d'écologie responsable, Ferro Delma, était à la COP 16 sur la biodiversité. Il est pollué. Dans quel coin du monde ? Il a pris l'avion ? Non, mais c'était. Il en reste plus que 3 trajets, attention. Hein. Non, il y a une question de conséquentiel, d'analyser si. Si l'écologie, c'est aller dans des salons internationaux, c'est absolument insupportable, quoi. Mais on a besoin. Donc surtout avec des gens comme ça fait 30 ans qu'ils font des COP. Pourquoi ça n'a jamais servi à rien. Au COP alors qu'ils pourraient faire ça en Skype ? Tous les chefs déjà, on n'est pas obligé d'aller en jet en COP. Peut-être qu'un jour. Il y a des très belles photos de tous les jets des dirigeants mondiaux à la COP 21, il me semble, et je trouvais ça un petit peu polluant quand on veut interdire aux Français de prendre leur voiture pour entrer en centre-ville, d'aller en jet pour discuter écologie, quoi. On peut parler de la question de l'exemplarité qui à mon avis je comprends très bien que les Français aujourd'hui ça choqué de voir des gens qui vont prendre. Moi je suis choqué qu'écologie responsable aille au COP, ça c'est sûr. Hein. Non, on a participé à des travaux sur. Oui, mais ça c'est toujours le prétexte pour voyager, ça. Je peux voyager, mais c'est parce qu'il y a une bonne raison. Excusez-moi, je travaille pour vous, déjà, etc. C'est insupportable. Mais je vois pas ce qui est insupportable à essayer de se poser, en fait, de négocier Faites une des COP traités. En Corrèze, alors. Et bien très bien, mais on peut si vous avez envie de pousser pour la Corrèze. J'ai travaillé un peu sur la Corrèze. Il y a quelques mois sur la question des forêts en Corrèze, et ce serait moi je serais le premier ravi si on refaisait venir les COP en France, parce que je pense que la France a son mot à dire sur ces questions écologiques. Une COP en France, et peut-être entre Français, ce serait pas mal. Alors je vais malheureusement devoir conclure parce que l'heure avance, et c'est un débat qui pourrait durer des jours et des jours, je pense. Sûr, ouais. Merci beaucoup Paul de Breteuil d'être venu chez nous, merci Bertrand Alliot d'être venu chez nous, on espère vous revoir bientôt. On va envoyer juste une très courte page de pub, le temps de passer à notre prochain invité.